Salut, c'est Ben de Retour d'Expérience et aujourd'hui, je te parle de l'iPad Pro M1. Et on va rapidement faire le tour des caractéristiques de cette petite tablette de chez Apple. Donc il embarque la puce Apple Silicon M1, il est sorti il y a quelques années, depuis le M2 l'a remplacé. La différence entre un M1 et M2 sont vraiment minimes. On est sur une tablette qui fait 11 pouces, qui embarque 128 Go de stockage, en tout cas pour ma version, 8 Go de RAM. On a un port USB-C, ce qui était à cette époque-là assez nouveau chez Apple, avec un port Thunderbolt 4, c'est-à-dire 40 gigabits par seconde de transfert, et une compatibilité avec le Apple Pencil 2. Alors pourquoi est-ce que moi j'ai acheté cet iPad Pro? D'abord j'ai vu beaucoup de vidéos popper de plein de créateurs qui utilisaient soit un iPad Pro, soit la Surface de chez Microsoft pour retoucher leurs photos. Rapidement, après en avoir discuté avec quelques créateurs via des DM Insta, etc., je me suis plutôt orienté vers l'iPad. Et pourquoi passer sur une tablette, sachant que moi je retouchais toutes mes photos via Lightroom, via mon ordinateur? Je cherchais à la fois plus d'efficacité, plus de puissance, plus de mobilité, et je voulais travailler un rapport différent à mon développement d'image. Alors quels sont mes usages de cet iPad Pro M1? D'abord un usage Lightroom, d'ailleurs c'est son utilisation principale. Il faut savoir que lorsque je fais des shootings photos mariage, des mariages complets, je les retouche intégralement sur Lightroom, sur cet iPad Pro. Ça fait donc des milliers de photos à trier, ça fait donc des centaines de photos à développer. Ça représente beaucoup de travail et beaucoup de puissance de calcul, mais c'est pour ça que la puce M1 est un plus. Alors pourquoi j'ai pris l'iPad Pro? Parce que sous Lightroom, je cherchais un outil puissant, je cherchais un outil léger, je voulais une autonomie très longue et je voulais gagner en précision de retouche et de travail dans mon développement photo, et l'iPad correspondait à tous ces critères. Alors déjà, si on aborde la question de l'autonomie, je ne me suis jamais posé la question du pourcentage de batterie qui me restait sur cet iPad. Apple garantit 10 heures d'autonomie. Je l'ai déjà poussé plus pour de l'usage social media, etc., navigation internet, etc. Moi, quand je fais de la retouche photo longue, sachant que ça nécessite beaucoup plus de processeur et de batterie puisque l'écran est allumé non-stop, franchement, je pense que je tiens bien 7-8 heures sans problème. Et en mobilité et avec la puissance de calcul embarquée, ça reste quand même assez impressionnant. Ensuite, il y a la réactivité de l'écran tactile qui est nettement au-dessus de ce que j'ai pu tester avant. Moi, j'ai déjà eu en main des tablettes Samsung et le tactile, la vitesse de réponse, la fréquence de réponse du tactile, l'utilisation avec un doigt, deux doigts, trois doigts de cet écran est bien au-dessus de tout ce que j'ai testé avant. Là-dessus, pour le coup, c'est pour ça que je suis passé chez Apple. J'avais d'abord testé cette tablette-là à la Fnac. J'étais allé faire un petit tour, etc. Et le niveau de réponse de ce tactile est assez épatant et ça change la vie au quotidien. Et puis, un des gros trucs que je cherchais vraiment, c'était la précision. Et là-dessus, avec un Apple Pencil 2, c'est juste une folie. On n'est pas du tout aussi précis avec une souris et une petite tirette. Moi, dès que j'ai un masque à appliquer, dès que j'ai une correction à faire, je zoome sur ma photo et avec le pencil, je le retravaille comme ça, au millimètre, et c'est hyper précis, c'est hyper pointu. Alors évidemment, quand on le fait au doigt, ça marche pas si bien, mais avec un pencil, c'est le top du top. J'ai pas trouvé plus précis, j'ai pas trouvé plus ergonomique et plus intelligent que ce système-là. Le deuxième truc qui m'a amené à prendre cette tablette pour pouvoir retravailler toutes mes images, c'est cette capacité à sculpter mes images. C'est assez bizarre à expliquer parce qu'il faut l'expérimenter pour vraiment se rendre compte, mais le fait de pouvoir prendre une photo, de pouvoir zoomer dedans, et de pouvoir faire des corrections avec un petit stylo comme ça, hyper précis, on a l'impression de dessiner ces photos. Et encore une fois, ça paraît débile dit comme ça, mais je vous invite sincèrement à essayer. Et vous allez voir qu'on a du coup un rapport à ces images et un rapport à son développement qui n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'on gagne vraiment en confort, on gagne en intuitivité, on est plus rapide, c'est plus agréable. C'est plus agréable. C'est beaucoup plus agréable, moi je prends beaucoup plus de plaisir et aujourd'hui, repasser sur de la souris ou même du trackpad, je ne pourrais pas tellement je trouve qu'aujourd'hui j'ai gagné en précision, en efficacité juste avec le pencil et l'iPad. Et ce qui fait que ça fonctionne si bien, c'est que ça capitalise sur 10 années de smartphones, de mémoire musculaire, d'un cerveau qui est habitué à utiliser le tactile des smartphones, de swiper, de zoomer, de dézoomer. Voilà. Aujourd'hui, l'utilisation du tactile est devenue tellement intuitive dans notre quotidien que lorsqu'on l'utilise pour faire de la retouche ou du traitement photo,
mais on gagne un temps, on gagne en productivité et en précision, mais encore une fois, c'est vraiment incroyable, et c'est beaucoup plus difficile à décrire qu'à expérimenter, et je vous invite vraiment à l'expérimenter, parce que aujourd'hui, sur Lightroom, sur Procreate, sur ce genre d'application, mais je peux faire tellement de choses, beaucoup plus que je faisais avant, beaucoup plus rapidement et beaucoup plus précisément, et je trouve que sur ce coup-là, Apple a un temps d'avance, notamment sur les tablettes Samsung que j'ai essayé. J'ai pu essayer qu'une seule fois une Surface Pro que je trouvais pas mal aussi, mais j'ai quand même, dans le retour haptique, dans la sensation et la vitesse d'exécution du tactile, je trouve que c'est un petit poil inférieur en termes de confort d'utilisation. En plus, les surfaces sont beaucoup plus grandes. Là, pour le coup, moi je trouve que le 11 pouces, parce qu'elle existe dans un autre format, en 13 pouces ou en 12 pouces, je trouve que 11 pouces c'est parfait. C'est tout petit, ça se glisse dans un sac, et à utiliser tranquillement dans son fauteuil avec un petit café, un petit podcast en fond, c'est du bonheur à l'état pur de bosser ses photos sur cette tablette. Mon deuxième usage de cette tablette, c'est l'application Sunbale Tube qui permet de créer des visuels, de créer des miniatures, de créer des banderoles publicitaires, des miniatures YouTube, etc. Moi j'utilise notamment pour YouTube, et c'est extrêmement performant. Alors cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par eux. Moi je suis utilisateur de cette application depuis 1 an et demi, et ça me change la vie. En termes de miniatures, ça me change la vie. J'ai été en gratuit pendant presque 1 an et demi, là ça fait 1 mois et demi que je suis passé en payant. La version gratuite était largement suffisante avant, il y avait beaucoup de choses qui étaient finalement pas accessibles, mais de plus en plus ils ont verrouillé l'usage et les utilisations de base étaient trop restreintes, donc j'ai fini par payer. On est autour de 50 balles par an, et ça vous ouvre un catalogue de presets, un catalogue d'images, de stickers, enfin il faut se rendre compte un peu de tout ce que ça peut faire. Vous mettez une photo avec l'intelligence artificielle, ça vous permet de la détourer automatiquement, de mettre des petits bords blancs, etc. Enfin il y a énormément de choses possibles, des fonts, des polices d'écriture qui sont en nombre pléthorique, avec des styles graphiques, d'écriture, de fond, de background, d'images. Enfin, il y a une bibliothèque d'images qui est dedans, qui est assez énorme, la possibilité d'intégrer pas mal de bibliothèques d'images à vous. Vous pouvez intégrer directement dans le logiciel. Enfin, c'est vraiment extrêmement complet. Alors oui, pour profiter de ça, il faut mettre 50 balles par an. J'ai estimé que dans la mesure où j'utilise plusieurs fois par semaine, parce qu'à chaque fois que je fais une miniature, j'en fais plusieurs, ça me convient pas, je reviens dessus, etc. J'ai préféré investir, mais on est sur je trouve une application qui fonctionne incroyablement bien, qui n'est pas tellement connue. Enfin, en tout cas, je vois pas beaucoup de vidéos YouTube et de posts Instagram qui parlent de ce truc-là, alors que franchement, l'application est rodée, elle fonctionne très bien, et surtout, elle est tout le temps mise à jour. Même quand j'étais en gratuit, à chaque fois que je la rallumais, il y avait des nouveaux trucs qui étaient apparus, etc. Ils développent le concept au fur et à mesure, et chaque semaine, il y a des mises à jour qui se font automatiquement, et c'est un vrai bonheur à utiliser. Et aujourd'hui, de la même manière, je crois que je pourrais plus m'en passer. J'ai pas le temps et j'ai pas l'énergie de devoir aller sur Photoshop, faire un montage avec un background. Là, il y a tout est déjà dedans, il n'y a plus qu'à faire, et il y a des millions de possibilités. En plus, ils vous proposent tout un catalogue de miniatures type que vous pouvez utiliser et changer en fait. Vous avez des miniatures pour, je sais pas moi, de la street food, comparer des trucs, l'informatique, la mode, etc. Et vous pouvez garder le principe, changer une photo, changer le titre, et voilà, votre miniature elle est faite. Moi c'est pas ce que je fais, je préfère partir de zéro, mais vous avez énormément de possibilités, l'éventail de possibilités de cette application est assez large. Donc voilà, moi aujourd'hui, si ce système-là existait sur PC, je prendrais moins de plaisir, parce que encore une fois, j'ai vraiment le sentiment de sculpter mes images, mes miniatures via cet iPad et via ce petit pencil. Et puis mon dernier usage, c'est l'usage du quotidien, c'est du streaming, c'est de la vidéo YouTube. Il m'arrive très souvent, quand je suis tout seul chez moi le matin, petit déjeuner, je me mets la tablette, je me balance un petit podcast ou une petite vidéo, je me maintiens un jour, je lis mes articles parce que la luminosité de l'écran est très bonne et surtout ça n'abîme pas les yeux, je finis pas comme ça à la fin de ma lecture, c'est très agréable à utiliser. Sur un cas concret par exemple, quand je fais les analyses et débriefs, il faut qu'en 2 jours je me mate plein de vidéos de testeurs, de matériel, il faut que je lise plein d'articles, que je fasse plein de captures d'écran, j'utilise l'iPad parce que pour le coup ça fonctionne vraiment très très bien, ça me permet d'être ultra fluide, d'être très rapide, c'est comme un smartphone mais j'ai l'avantage d'avoir la qualité et la taille de l'écran en plus, et un des avantages notables dont on ne se rend compte qu'à l'usage, c'est la qualité du son, exactement comme sur le MacBook Air que je vous ai testé il n'y a pas très longtemps, je vous mets la vidéo ici. Je ne sais pas quelle magie noire Apple utilise pour arriver à mettre des haut-parleurs avec cette qualité de son dans une tablette. Je n'ai jamais vu ça nulle part, dans aucune marque. Le son est incroyable. Alors, on n'achète pas une tablette pour le son, mais quand on l'a,
c'est tellement plus immersif, c'est très agréable, c'est pas agressif, les basses sont là, enfin franchement c'est top à utiliser. Donc si je devais résumer les qualités de cet iPad Pro, on a d'abord l'autonomie, hein, je suis autour de, je dirais une douzaine d'heures pour un usage mixte et 7-8 heures pour un usage purement photo. Deuxième qualité, c'est son écran, parce que ce soit la qualité de la dalle, que ce soit les couleurs, que ce soit la réactivité du tactile, que ce soit la précision et la réponse haptique avec un outil comme le Pencil, c'est juste parfait. Troisième qualité, c'est la qualité de la connectivité, de la connexion, que ce soit de passer par le système USB-C avec, moi j'utilise un petit SSD M2 dessus qui va à une vitesse absolue et du coup les transferts d'images se font extrêmement vite, ou que ce soit même via le AirDrop qui est quand même, enfin c'est juste incroyable le AirDrop, hein. Vous pouvez transférer des images du MacBook vers l'iPad en quelques secondes, c'est ultra efficace et ça c'est un vrai plus aussi en termes de productivité quand on veut aller vite. C'est exactement ce qu'il faut. Dernière qualité, mais franchement j'aurais dû la mettre en premier puisque c'est peut-être même la raison la plus importante de cet achat, c'est la puissance de calcul qui est assez époustouflante. J'ai jamais réussi à le mettre à genoux. La puce M1 est connue pour sa puissance. Alors depuis on a eu du M2, on aura du M3 sûrement sur iPad d'ici peu de temps j'imagine, mais déjà avec le M1 j'ai pas réussi à le mettre à genoux, j'ai jamais de bug. J'arrive à faire à la fois du rendu Lightroom tout en faisant d'autres applications simultanément. Je peux avoir 10 applications qui tournent en même temps, il n'y a aucun problème. Il est jamais fatigué, il ne bug jamais. Et avoir une puissance de calcul telle dans un format si petit, c'est assez bluffant. Mais ce iPad Pro M1 n'est pas sans défaut, parce qu'il a beau avoir beaucoup de qualité, il y a aussi des trucs qui me saoulent. Premier défaut, et il m'a fallu un peu de temps pour me rendre compte d'où ça venait, c'est la définition de la dalle. Je m'explique. Quand c'est pour un usage quotidien, quand c'est pour de la retouche, pour faire des zooms et travailler, la dalle, il n'y a pas de problème. Quand on est sous Lightroom et qu'on fait un export, quand je vais lui demander de m'exporter une photo avec par exemple le côté le plus large à 5000 pixels, donc pour avoir un résultat en HD, il va le faire. Quand je vais aller voir la photo une fois qu'elle est rendue et que je vais zoomer dedans, elle va être dégueulasse. Enfin, elle va être dégueulasse. Elle va être bien, mais dès que je vais zoomer, j'aurai pas du tout la qualité des 5000 pixels de côté que j'ai demandé. Or, donc pendant longtemps j'ai cru que en fait c'était Lightroom, c'était l'iPad et Lightroom qui bridaient. Or c'est faux. Une fois que cette photo on la met par exemple sur un MacBook Air, là je peux zoomer autant que je veux et là j'ai la qualité. Mais pour une raison que j'ignore, lorsqu'on est en visionnage de photos, quand une photo est en très haute définition et que je la mets sur l'iPad et que je veux la visionner dans la galerie, je suis limité à une certaine résolution. Je pense qu'en fait les miniatures qu'il applique, les versions visionnables finalement des photos qu'on a, sont limitées en résolution. Peut-être que sinon ça briderait le processeur, j'en sais rien, mais le fait est que il m'a fallu longtemps pour me rendre compte. Alors en général moi quand je livre des photos de mariage, je les livre en 2000 pixels de côté. Parce que il est assez rare, sauf commande différente, il est assez rare que les mariés fassent des agrandissements de 2 mètres par 3. Donc finalement en 2000 pixels, même en faisant un format A4, ça marche nickel, il n'y a aucun problème, c'est le standard que moi j'applique. Mais dès que je veux faire plus, parce que moi les photos je veux les garder en stock et en haute définition, en définition maximum, et quand je suis sur l'iPad, je me suis rendu compte que c'était bridé, mais en fait le fichier lui-même n'est pas bridé, c'est juste le visionnage sur l'iPad qui est bridé, parce que si vous le visionnez sur un autre device, que ce soit un MacBook, un ordinateur ou peu importe, vous pourrez zoomer dedans, il n'y aura pas de problème, vous aurez la qualité maximum, mais l'iPad, lui, verrouille ça. Deuxième truc qui me saoule, c'est l'OS, que je trouve très bon dans sa globalité, mais il y a des choses qu'on ne peut pas régler, ou en tout cas je n'ai pas trouvé le réglage, mais pourtant j'ai passé du temps à chercher. Typiquement je suis sur Lightroom, je lance un export très long, je lance un export de 500 images, admettons. Et bah l'export va commencer, et forcément comme je veux économiser de la batterie, je demande à l'appareil de se mettre en veille. Je lui demande qu'au bout de 10 minutes, automatiquement il se met en veille, l'écran s'éteint. Mais il est censé continuer de tourner, sauf que quand l'écran s'éteint, Lightroom s'arrête. Enfin Lightroom s'arrête, non, le rendu, l'export, va s'arrêter. Je vais redémarrer, hop, et je serai sur la page d'export, mais l'export se sera interrompu. Et en fait, pour que l'export aille jusqu'au bout, il faut que l'écran reste allumé tout le temps, ce qui est extrêmement pénible. Et au départ, je me suis dit, c'est peut-être un bug, et puis à force de mise à jour, ça va être corrigé. Ce n'est pas le cas. Et alors peut-être que certains d'entre vous qui utilisent le même iPad et les mêmes logiciels que moi pourront me donner le tips, parce que j'ai cherché dans les réglages Lightroom, dans les réglages de l'iPad, j'ai cherché partout, je n'ai pas trouvé comment empêcher ce truc-là, mais c'est hyper pénible, parce que quand c'est des petits rendus, c'est pas gênant, mais quand je dois faire un mariage où je balance 650 photos, devoir le faire en 5 fois, ou alors devoir le faire avec l'écran qui reste allumé tout le temps et qui me bousille ma batterie, et bah je trouve ça chiant. Et puis dernier truc, mais ça c'est vraiment propre à Apple, et c'est une histoire d'ergonomie avec
lequel moi, en tout cas, je déteste ce système-là, mais peut-être qu'il y a des gens que ça choquera pas, c'est la différence entre fichier et galerie. Si vous êtes utilisateur Apple, vous voyez exactement de quoi je parle. Si vous êtes sous Windows, ça vous en parlera pas du tout. Grosso modo, quand vous avez des photos, que ce soit en téléchargement ou que ce soit lorsque vous les exportez, vous pouvez soit les exporter dans le dossier fichier, qui est un peu le fichier, le répertoire source de vos images, soit vous les mettez dans Galerie, qui est l'application de galerie photo. Sauf que ces deux fichiers, que ce soit fichier ou galerie, ces deux applications ne fonctionnent pas ensemble. Si vous avez des photos sur fichier et que vous devez les importer après via une application dans Galerie, elles n'apparaîtront pas. Si elles sont enregistrées dans Galerie, elles n'apparaîtront pas dans fichier. Et je trouve que c'est un non-sens. Aujourd'hui, quand on est sur, que ce soit sur Android ou que ce soit sur PC Windows, tout communique ensemble. C'est-à-dire quand vous êtes dans le fichier répertoire de base, vous pouvez toujours retrouver les fichiers quand ils ont été copiés via d'autres applications. Et bien chez Apple, c'est pas possible. Chez Apple, il y a fichier et il y a galerie. Donc il faut tout le temps avoir cette gymnastique de se dire, attends, qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce que je vais avoir besoin après de les mettre sur un disque dur pour les mettre ailleurs, pour pouvoir les exporter ailleurs? Auquel cas, il faut que je les mette dans fichier? Ou est-ce que cette photo-là, c'est pour une miniature YouTube et du coup, je la mets dans galerie parce que quand je vais utiliser Sunbailtub, il va falloir que j'aille dans galerie l'importer parce que je ne pourrais pas l'importer via fichier. Enfin, voilà, il faut toujours se poser la question d'où est-ce qu'on enregistre ces photos, parce que selon où vous les mettez, eh ben, vous serez emmerdé ou pas. Et c'est un petit détail, mais qui, moi, au quotidien, me pourrit la vie. Alors en conclusion, cet outil, l'iPad Pro, je ne peux plus m'en passer. Aujourd'hui, je ne peux plus m'en passer. Je l'ai acheté un peu sur un coup de tête. Je cherchais ce truc-là, j'ai eu une opportunité incroyable via Le Bon Coin. Et je l'ai acheté en me disant, bah on verra, j'espère que je me suis pas planté, et je me suis pas planté. Au départ, j'écrivais toutes mes vidéos sur l'iPad. Et en fait, l'absence d'un clavier est vite devenue compliquée. Donc aujourd'hui, je fais ça sur le MacBook Air. Mais pour tout ce qui est traitement d'image, je n'utilise plus ni le MacBook, ni le PC qui est derrière. J'ai suffisamment de puissance de calcul, d'ergonomie et de précision sur l'iPad. Donc je fais tout sur l'iPad. Et c'est un outil absolument indispensable, tellement il a été bien pensé, tellement il est endurant et précis. Alors, on l'a vu, il a des défauts. Mais avec l'iPad, j'ai quand même énormément gagné en productivité, et encore une fois, je le redis, mais il faut que vous l'expérimentiez. Cette sensation d'utiliser le pencil et de pouvoir sculpter son image, aujourd'hui, je ne peux plus me passer de ça. C'est une sensation qui développe la créativité. Aujourd'hui, je fais des trucs, j'ai des idées qui me viennent en le faisant, qui ne me seraient pas du tout venues si j'avais utilisé un trackpad ou une souris. Aujourd'hui, il y a des retouches partiel, il y a des filtres, il y a des choses que j'utilise, que j'applique, il y a des corrections que je fais que je me serais jamais emmerdé à faire avec une souris parce que ça n'aurait pas convenu, et là, je le fais. Voilà, c'en est fini pour moi. J'espère que cette vidéo aura répondu à vos questions. Est-ce que l'iPad Pro M1 est toujours utile en 2024? Bien sûr, n'achetez pas le M2. Il ne vous apportera rien de plus. Prenez le M1, chopez-le d'occasion, c'est une super affaire. J'espère que cette vidéo aura répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, vos questions ou peut-être même vos tips parce que je ne sais pas tout. En attendant, prenez soin de vous. Salut!